Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dont le thème est particulièrement intéressant, interpellant. Innover ou décroître, devons-nous choisir? On va essayer de répondre à cette question. Je me présente, je suis Gérard Leclerc, je suis journaliste aujourd'hui à la revue Oui Demain et après une longue carrière dans le service public, France 2, France 3 ou comme président de la chaîne LCP. J'appelle tout de suite les intervenants de cette table ronde. Benoît Bazin, qui est directeur général du groupe Saint-Gobain. Approchez. Fabrice Dony, directeur général du pôle Construire Autrement à Bouygues Bâtiment France. Agnès Sinaï, directrice de l'Institut Momentum, enseignante à Sciences Po. Bienvenue. Et nous attendons, il va arriver d'un instant à l'autre, Bertrand Piccard, que vous connaissez tous, explorateur, le fameux Solar Impulse, psychiatre et ambassadeur des technologies propres. Je le disais, il arrive dans un instant. Je le disais, le thème est bien sûr en pleine actualité entre l'urgence climatique et ses conséquences qui sont maintenant réelles, visibles, on l'a vu cet été. La question générale de quelle transition écologique pour les mois et les années à venir. La COP27 qui vient de se terminer. Toujours également dans l'actualité, les activistes écologiques, le rapport Pisani-Ferry sur ces questions. Alors, innover ou décroître, devons-nous choisir? C'est une vraie question avec beaucoup de sous-thèmes autour des idées de sobriété et d'efficience, de l'innovation et de ses limites, de la réalité d'une croissance verte qui ne soit pas du greenwashing, de la contradiction ou non entre la décroissance et les investissements, par exemple pour la décarbonation, et puis d'une façon générale, les conséquences sur notre économie, sur nos modes de vie de la transition écologique. On abordera, j'imagine, également le bilan de la COP27. Voilà donc pour tous ces thèmes. Je vous propose que, comme organisateur, et nous voici Bertrand Piccard. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Donc Bertrand Piccard, explorateur, psychiatre, ambassadeur des technologies propres. Donc je vous propose de procéder de la façon suivante. Il y aura d'abord, on va débattre entre nous avec une première série d'interventions. Je demande à tous les intervenants d'essayer de la limiter à 5-6 minutes pour qu'ensuite, bien sûr, on revienne par une série de questions, d'abord entre nous et ensuite avec vous, donc autour de tout ce qui tourne autour de ce thème général. Et puis nous aurons également donc question de 2 étudiants de grandes écoles qui sont associés à ces universités de la Terre. Et donc vous-même, vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec, on va essayer de faire comme souvent ça ne se passe pas dans les débats, c'est-à-dire de commencer par vraiment essayer de répondre assez brièvement forcément, mais de répondre à cette fameuse question, innover ou décroître, devons-nous choisir? Et je me tourne vers Bertrand Piccard. Si je vous pose cette question, innover ou décroître, est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que c'est l'innovation qui va nous sauver? Ou est-ce qu'au contraire, on n'échappera pas à la décroissance? Ça dépend à qui on parle. Parce que c'est clair que notre monde est devenu fou, démesuré. On consomme trop, on produit trop, on gaspille trop. Et dans l'absolu, le rêve idéaliste, utopique, évidemment qu'il faut décroître. Parce qu'on ne peut pas continuer à croître dans un monde avec des limites finies. Mais maintenant, si vous dites ça, qu'est-ce que vous impliquez? Qu'est-ce que vous créez comme réaction? Chez les écologistes qui sont convaincus de ça, vous êtes applaudis. Mais est-ce que c'est les écologistes qui sont convaincus de ça qui font la loi? Est-ce que c'est eux qui décident des orientations de notre monde? Non. C'est qui décide des orientations de notre monde? C'est ceux qui ne sont pas convaincus de tout ça. C'est ceux qui parlent le langage du profit.
c'est ceux qui parlent le langage de la création d'emplois. Et si vous leur dites que vous devez décroître économiquement, eh bien, vous allez créer de la résistance, vous allez créer de l'opposition, exactement comme on a vu depuis 50 ans. Depuis 50 ans, le langage écologique, qui était pourtant un langage de protection de l'environnement absolument indispensable, était un langage qui a fait peur parce qu'il était trop rébarbatif, il était trop axé sur le sacrifice, sur la baisse de mobilité, la baisse de confort, sur la baisse du développement économique, et il n'a pas fait d'émule. Et c'est peut-être une des manières d'expliquer aujourd'hui pourquoi on en est arrivé à une situation aussi catastrophique, à 2 doigts d'un désastre écologique sans précédent. Donc moi, en tant que psychiatre, parce que je suis aussi psychiatre et pas seulement explorateur, ce que j'essaye de faire, c'est de parler le langage des gens que je veux convaincre. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend à qui on parle. Moi, ma cible, c'est ceux qui sont capables de changer le monde. C'est le monde politique, c'est le monde économique, c'est le monde industriel, c'est le monde financier. Et à ceux-là, il faut leur dire quoi, à mon avis? Bon, on en débattra après. Mais à mon avis, il faut leur dire qu'il faut bien sûr décroître le gaspillage, bien sûr décroître l'inefficience, mais continuer à croître l'économie, c'est possible et c'est même nécessaire. Parce que c'est quand même avec l'économie, le développement de l'économie, qu'on paye les salaires des gens qui ont besoin d'un salaire pour vivre. C'est avec ça qu'on redistribue de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la sécurité sociale, pour les caisses de retraite. Donc en fait, on fait vivre les gens avec l'économie. L'économie, ce n'est pas une horreur, l'économie, c'est ce qui fait vivre les gens. Donc mon message, c'est qu'on peut développer aujourd'hui l'économie beaucoup mieux, en utilisant des solutions techniques qui existent aujourd'hui, pas des idées vagues et abstraites du futur qui deviennent un alibi pour ne rien faire aujourd'hui, pas du tout ça, des solutions concrètes qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables et qui protègent l'environnement. Et comment c'est possible de protéger l'environnement de manière rentable? Eh bien, c'est en étant enfin efficient. Efficient, ça veut dire qu'on peut obtenir un meilleur résultat en consommant moins de ressources, donc en gaspillant moins. Et pour moi, l'économie que je prône, c'est l'économie dans laquelle l'efficience introduite partout permet de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, permet d'économiser des ressources naturelles, permet, puisqu'on gaspille moins, de faire du profit qui peut ensuite être redistribué. Donc, c'est pour ça que moi je parle de croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est celle qui permet de créer des emplois, de faire croître l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, donc en fait en modernisant notre monde, qui est aujourd'hui un monde de gaspillage, un monde archaïque et un monde qui ne fonctionne pas. Merci Bertrand Piccard. Bien évidemment, vous allez réintervenir tout à l'heure. Je me tourne vers Benoît Bazin, donc directeur général du groupe Saint-Gobain, l'une des plus belles, des plus grandes entreprises françaises. Vous fabriquez notamment, bien évidemment, du verre, de la laine de verre, une série de matériaux de construction. Je vous pose la même question. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelle est votre réponse à cette question? Innover ou décroître? Devons-nous choisir? Est-ce qu'on peut ne pas choisir et dire que tout va se faire par l'innovation? Vous êtes une entreprise, donc normalement, on peut penser que c'est votre orientation. Merci. Avant de répondre à la question, je vais rejoindre ce que disait à l'instant Bertrand Piccard, sans être moi-même psychiatre. Je pense que les attitudes comptent énormément. Dans un monde où il y a une certitude, c'est la crise climatique. En revanche, il y a énormément d'incertitudes. Je pense que dans un monde d'incertitude, il faut ne pas opposer, il faut rassembler, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut donner confiance. On pourrait développer largement, mais il faut responsabiliser. Donc je pense que l'attitude face à cette question essentielle et à la crise climatique, c'est extrêmement important. Alors après, à la question, moi je crois qu'il faut les deux pour réussir. Alors il y a évidemment, et on pourra donner des exemples, des consommations à réduire. Le plastique, les voyages, on a divisé par 2 les voyages chez Saint-Gobain depuis la crise du Covid et ça marche tout aussi bien. On peut changer sa consommation alimentaire. Il y a énormément de choses faciles, y compris dans le monde industriel, à aller réduire la consommation d'énergie. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut aussi beaucoup de coopération. L'effort individuel et l'exemplarité individuelle, elle est essentielle, mais ensuite, il faut de la coopération entre le public et le privé, de la coopération au sein des secteurs industriels. Quand on recycle des matériaux, on peut en
consommer soi-même, il y a d'autres résidus qui peuvent être consommés par d'autres, donc beaucoup de coopération. Et oui, l'innovation apporte des réponses à tout ça. On peut faire du béton décarboné, on peut faire du vitrage zéro carbone. On a fait 100 000 fenêtres zéro carbone au mois de mai. On a lancé une offre bas carbone en France récemment. Donc il y a beaucoup de réservoirs dans l'innovation qui, pour autant, aujourd'hui, n'a pas été complètement exploré. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut les deux pour réussir. Et l'atteinte de la neutralité carbone, elle pose des questions, un certain nombre de questions sur notre modèle économique. Ça va de soi. Réduire la croissance, oui, il y aura de la réduction de la croissance dans certains secteurs. Et la question, et Bertrand Piccard vient de l'évoluer, de la qualité de la croissance. C'est ça la vraie question. Il y aura de la réduction de croissance dans certains secteurs parce que des secteurs disparaîtront. Il y aura de la croissance dans d'autres secteurs et elle sera vertueuse. Et donc on n'est plus sur une question de la qualité de la croissance, des emplois locaux. Quand on regarde par exemple le monde du bâtiment, on mesure maintenant la qualité de l'air, le CO2 par mètre carré. Ce sont des emplois modernes, nouveaux, et je suis sûr que Fabrice Denis en parlera. Donc c'est plus une question de qualité de la croissance. Est-ce qu'elle est globale? Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'elle affecte mon voisin? Est-ce que je me préoccupe de mon voisin? Il y a naturellement des questions sur le type de modèle économique. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que le capitalisme et les entreprises sont capables d'internaliser très vite des contraintes. On est en train de le faire sur la crise énergétique. Quand l'énergie coûte 10 fois plus cher, très vite, on intègre des contraintes. Donc l'agilité et l'efficacité du modèle économique du capitalisme, il ne faut pas le sous-estimer. Pourquoi? Parce que, d'une part, les attentes de nos consommateurs changent et on les prend en compte. Par ailleurs, je l'ai évoqué, crise énergétique, ça veut dire décarboner. Un signal, on se donne le signal prix du carbone depuis 2016 chez Saint-Gobain. Un prix interne du carbone pour toutes nos décisions d'investissement et de recherche et développement. Depuis 2016, on n'a pas attendu qu'il y ait un marché externe du carbone. Et puis les talents, l'innovation, le modèle économique, la croissance, elle sera d'autant meilleure qu'on attire les meilleurs talents. Si vous avez une raison d'être, celle de Saint-Gobain, c'est Making the World a Better Home, vous attirez des talents différents, vous créez de la différenciation, vous créez de la compétitivité et donc de l'efficience pour l'entreprise. Puis peut-être une question plus fondamentale et qui me dépasse largement sur le type de modèle économique. Moi, je prône une sorte d'inversion du rapport au temps. On a vécu un capitalisme financier de court terme. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une urgence climatique de court terme. Un industriel, il s'engage pour 20 ans, 50 ans sur une usine. Moi, je souhaite inverser le rapport au temps du capitalisme, traiter l'urgence climatique de court terme, mais passer sur un capitalisme visionnaire de long terme qui s'engage dans l'innovation, qui s'engage dans l'inclusion. Voilà, donc tout n'est pas parfait, mais je crois qu'il y a des pistes. Et moi, les deux pistes que je suggérais pour accélérer et faire mieux, c'est d'une part forcer cette internalisation de la contrainte, et les entreprises s'adapteront, et deuxièmement, faire en sorte que les États envoient des signaux. Les États sont souvent en retard par rapport aux entreprises, en retard par rapport à leur propre société, pour des raisons politiques, pour toutes sortes de raisons, en retard par la complexité de la décision politique. Les États peuvent envoyer des signaux, un aiguillon sur des standards, des réglementations, un aiguillon en termes de subventions pour aller dans une croissance vertueuse. Voilà, et je m'arrête là pour mon introduction. Et vous reprendrez la parole tout à l'heure, bien évidemment. Fabrice Denis, directeur général du pôle Construire Autrement Bouygues. Alors bien évidemment, vous êtes un constructeur et en plus un constructeur donc de bâtiments, de logements. On imagine mal que vous puissiez dire oui, à la décroissance, on va arrêter de construire. Alors comment pouvez-vous concilier ce qui est quand même l'essence de votre métier, c'est-à-dire de construire avec l'idée d'essayer d'éviter de gaspillage et de participer vous-même clairement à cette transition écologique qui paraît indispensable? Oui, alors c'est vrai que moi je vais parler du bâtiment, effectivement, avec un focus sur ce secteur. C'est un secteur qui est soumis à des injonctions contradictoires, puisque effectivement il y a un besoin très fort de loger, de soigner, de former, de travailler, donc il y a besoin de mètres carrés. Je n'ai pas dit des mètres carrés neufs, j'ai dit il y a besoin de mètres carrés. Au même moment, malheureusement, le bâtiment est un secteur tristement champion des émissions carbone. Avec le transport, on doit être ex aequo. Carbone pour construire, carbone ensuite pour exploiter le bâtiment, tout ce qui est énergie. Au même moment, effectivement, on consomme des ressources.
du sable, de l'eau. On entame la biodiversité quand on artificialise. Et puis, effectivement, on est producteur de déchets aussi, 40 millions de tonnes de déchets par an en France sur le secteur du bâtiment. Donc, on doit faire plus et mieux avec moins. Et donc, effectivement, il faut qu'on renverse le paradigme. Et effectivement, il faut qu'on fasse autrement. Donc, il faut qu'on innove. Alors, dans le temps qui m'est imparti, moi, je voulais insister sur les leviers techniques et puis aussi sur les leviers méthodologiques, les leviers de transformation. Les leviers techniques dans le bâtiment, pour nous, c'est d'abord et avant tout de mieux utiliser l'existant, de rénover, de s'appuyer sur ce qui existe. Et quand on construit, de faire en sorte qu'on utilise mieux les surfaces. C'est tout ce qui est hybridation, c'est tout ce qui est meilleure efficacité d'usage des surfaces. Régénérer, rénover, mais aussi transformer, convertir, et puis également rendre les bâtiments modulables, rendre les bâtiments démontables. C'est tout l'enjeu. Demain, le bâtiment, ça sera une banque de matériaux avec des business models à trouver qui seront forcément très différents. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est tout ce qui est économie circulaire, réemploi, construire avec ce qui vient de la démolition. Et là, il y a énormément à innover, il y a énormément à faire parce que il y a tout à construire sur le plan réglementaire. Et puis, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut le faire tous ensemble dans le cadre d'un écosystème qui s'organise. Troisième levier, c'est tous les nouveaux matériaux vertueux, biosourcés, renouvelables, mais aussi géosourcés. La terre, la pierre, ce sont des matériaux anciens. Il y a aussi beaucoup à innover sur ces matériaux. Et puis, le dernier levier, pas des moindres, c'est tout ce qu'on appelle industrialisation, à l'instar de ce qu'a fait l'automobile, l'aéronautique. Comment est-ce que nous, secteur du bâtiment, on focus et on maintient l'architecture et l'usage comme priorité, mais en même temps, comment est-ce qu'on est plus efficace? Comment est-ce qu'on va chercher des gains de productivité? Comment est-ce qu'on fait baisser les coûts avec cette idée qu'un bâtiment, c'est finalement une somme de briques, c'est un jeu de Lego. Ces briques, on doit pouvoir les fabriquer hors site par rapport au chantier, créer de l'emploi, réindustrialiser et rendre nos métiers plus attractifs, notamment sur la féminisation. Ça, c'est les leviers techniques, les 4 leviers techniques. Puis après, il y a des leviers qui sont essentiels, c'est peut-être les plus difficiles, c'est les leviers de transformation dont vous avez parlé, Benoît. Le premier, c'est qu'en fait, dans le séquencement du bâtiment aujourd'hui, effectivement, les intervenants interviennent et travaillent les uns après les autres. Et ça, c'est un vrai obstacle par rapport à l'innovation. Pour oser l'innovation, comme on est dans un monde très complexe, où il faut faire des choix multicritères, parfois contradictoires, eh bien, il faut que tous les intervenants soient autour de la table, très en amont. Le maître d'ouvrage, l'investisseur, l'architecte, l'entreprise, les sous-traitants, les fournisseurs, de manière à ce que tout le monde puisse participer aux choix qui sont difficiles, aux choix qui sont souvent complexes. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut absolument savoir compter. On sous-estime le chantier du comptage. Compter, évaluer, quantifier, pour être capable d'étiqueter. C'est ce qu'a fait le bâtiment avec ce fameux label BBCA. Être capable d'étiqueter, c'est être capable de dire à un client, mon bâtiment, il est vertueux, et donc, si tu veux un bâtiment vertueux, eh bien, je te le démontre qu'il est vertueux, et donc je vais pouvoir le vendre plus cher. Et ça, c'est le troisième sujet. C'est un peu contre-culturel pour nous dans le bâtiment, c'est valoriser ça. Rentrer dans une logique de valeur, la valeur de l'usage, la valeur du bien-être, par opposition au volume. Et à partir du moment, j'en arrive donc à la réponse à la question, à partir du moment où on rentre dans une logique de valeur, on va créer de la croissance de valeur, qui va créer de la valeur pour les clients, pour les actionnaires, pour les collaborateurs. Et donc, on restera dans une logique de croissance avec des flux économiques, mais ça sera une croissance. Alors, Monsieur Picard parle de croissance qualitative. Moi, je vais peut-être parler de croissance contributive. En tout cas, c'est une croissance, mais c'est une croissance qui est basée sur la sobriété et donc sur un impact positif. Voilà. Agnès Sinaï, journaliste, docteur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme, et donc enseignante à Sciences Po. Les 3 premiers intervenants
quand même clairement dit leur foi dans l'innovation, et on parlait de croissance qualitative, de croissance contributive. Est-ce que vous êtes convaincu ? J'ai envie de commencer par vous citer une phrase que j'ai récemment lue et qui me paraît tout à fait à l'image de notre époque. Notre civilisation aura réussi 2 prouesses, rendre possible de faire du ski alpin en Arabie Saoudite, mais rendre impossible le ski dans les Alpes parce que les glaciers ont fondu. Donc l'innovation, oui, mais quelle innovation et dans quel contexte ? Parce que là, ce que j'entends me paraît un peu générique, un peu décontextualisé d'une problématique de grande accélération des effondrements systémiques du système Terre, problématique des limites, ce terme... C'est celui qui a fondé toutes les réflexions sur la décroissance à partir du rapport Halte à la croissance, les limites à la croissance de 1972 des Meadows. Et en fait, aujourd'hui, innover, c'est d'abord prendre conscience qu'on évolue dans ces contraintes, dans ces limites et dans ces périls qui menacent la vie sur Terre. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre innover ou décroître, parce que la décroissance n'est pas un choix, c'est une fatalité, c'est notre destin, puisqu'on ne pourra pas négocier avec la nature, le climat, la déplétion des ressources halieutiques, la modification de la surface terrestre à un rythme exponentiel et qui continue à se poursuivre selon des courbes absolument vertigineuses qui décrivent une grande accélération anthropocénique dans lequel notre monde est embarqué. Donc ce décor-là, qui est une réalité, qui n'est pas un récit, et notre monde. Et donc décroître aujourd'hui, c'est justement innover. Donc à mon sens, la décroissance, c'est l'innovation. Mais ça n'a rien à voir avec le discours du découplage. Le discours de l'efficience n'est pas un discours de décroissance, parce que le découplage, par exemple, ce qu'on appelle augmenter l'intensité énergétique, c'est-à-dire toujours produire plus mais en consommant moins d'énergie, cette promesse du découplage n'est pas advenue, de même que la promesse de l'économie circulaire ne se réalise pas. On constate qu'en valeur absolue, le nombre de déchets continue à augmenter, là encore, selon une courbe exponentielle, et qu'on a beau prôner avec la meilleure volonté du monde l'efficience, le recyclage, l'économie circulaire, la compensation, ce qu'on appelle zéro énergie nette, la neutralité carbone, zéro émission nette, zéro artificialisation nette, tous ces acronymes qui se multiplient et qui ont d'ailleurs été promus par la COP 21 en son temps à Paris. Et depuis lors, on est dans cet univers de la décarbonation. Très bien. Mais en valeur absolue, un rapport qui est sorti le 9 novembre pointe que le secteur du BTP représente 37% des gaz à effet de serre du monde, et que cette hausse se poursuit. Alors, il n'y a pas à pointer ni ce secteur, ni un autre, mais à se poser et se dire que non, on ne peut pas continuer à manipuler des oxymores. Il n'y a pas de croissance comme ça à la carte dans un monde où les ressources s'épuisent à grande vitesse et dans un monde qui, en fait, est en train de devenir inhabitable. Donc, innover, encore une fois, c'est penser l'habitabilité du monde, les conditions d'habitabilité du monde, comment habiter ce monde, comment atterrir. Innover, c'est par exemple, c'est pas de la technologie, c'est un rapport au territoire, c'est un rapport
là où on vit, c'est réhabiter de manière très sobre son milieu et se vivre comme un être vivant parmi d'autres dans un milieu donné. Et donc la métropolisation, par exemple, qui fait partie des promesses de la croissance, est quelque chose qu'il faut abandonner. C'est un modèle d'évolution et du rapport à l'espace qui est déjà obsolète. Donc, si je reprends la question qui était posée, la réponse à la question qui est posée, c'est innover, c'est décroître. On n'échappera pas à la décroissance. Décroître, c'est innover. Décroître, c'est innover. Et donc, je peux inverser. Innover, ce serait décroître. Ce serait une vraie rupture, parce que, voilà, avec des nouvelles valeurs, avec de la démocratie, parce que innover sans mettre en débat les innovations, ça n'a aucun sens. Innover sans limite, c'est une illusion. Donc on n'a pas parlé aussi de démocratie. Qui décide des innovations? Pourquoi faire? Alors, et vous avez donc donné comme argument que jusque-là, malgré tous les discours, décarboner, ça ne marche pas, l'économie circulaire, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous répondez, Bertrand Piccard? Vous qui, je le rappelle, avez fait notamment toute une série de propositions, de recommandations très concrètes que vous avez envoyées notamment aux élus, aux députés, aux sénateurs, en proposant vraiment des choses qui sont très précises. Qu'est-ce que vous répondez à Agnès Sinaï? Sur le plan philosophique, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Sur le plan réaliste, je vois que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Quand on entend qu'on nous sommes condamnés à décroître, je pense que ça, c'est une parole de riches. C'est vrai que les riches peuvent se contenter de moins. Mais allez voir en dehors de cet auditoire comment ça se passe dans le monde. Moi, je reviens des 2 semaines de la COP27. C'était quoi la priorité des pays participants? Pour l'immense majorité, c'était donner accès à leur population, à de l'électricité parce qu'ils n'en ont pas, à de la nourriture parce qu'ils n'en ont pas, à des soins parce qu'ils n'en ont pas et à de l'éducation parce qu'ils n'en ont pas. C'est ça leur préoccupation. Et si vous regardez combien de personnes vont être les nouveaux venus sur cette planète d'ici 20 ans, et que vous calculez l'exode rural qui est inéluctable, tous ceux qui quittent les campagnes pour aller dans les villes, vous savez ce que c'est la décroissance? C'est construire tous les 4 mois, pendant 20 ans, l'équivalent d'une ville comme Manhattan. Ça, c'est la réalité. Donc, de dire qu'on doit décroître, ce n'est pas du tout ce que le monde va faire. Le monde va croître. Le monde va produire plus. Il va construire des nouvelles maisons, des nouvelles centrales à charbon, des nouvelles voitures. C'est ça qu'on a devant nous. Et ça, c'est une absolue catastrophe. C'est une absolue catastrophe. Ça va nous causer des dégâts climatiques, environnementaux et humains qui sont totalement inacceptables. Et si on continue comme ça, ce n'est pas une décroissance qu'on aura, c'est un effondrement. Par conséquent, il faut faire autrement que ça. Et autrement que ça, ça veut dire arrêter de dire aux gens qui n'ont rien qu'il faut décroître. Mais là, ce qu'il faut, c'est leur donner des moyens. C'est pas du tout ce qui est dit ce matin. Ils n'ont rien parce qu'ils ont été pillés par nos sociétés industrielles. Ils ont été colonisés d'abord. Vous parlez de l'Égypte, ancienne colonie britannique. Le Liban, ancienne colonie française, tous ces pays qui sont complètement déconstruits aujourd'hui. L'Algérie, ancienne colonie. Alors, tous ces pays dont on importe ne parlez pas en même temps, pétrole. parce qu'autrement on va pas S'ils entendre. n'avaient pas été pillés, qu'ils n'avaient pas été colonisés, ils en seraient au stade où nous sommes aujourd'hui, de richesse, avec encore plus de gaspillage et encore plus de consommation. Non, donc, ce n'est pas ça qui aurait résolu quoi que ce soit. Ce ne serait pas possible. Parce non, moi, ce que je veux dire pour pouvoir continuer mon discours, Bertrand Piccard. Ce que j'aimerais pour pouvoir continuer le fil de ma pensée, parce qu'on n'est pas dans une manifestation de rue, on est quand même à l'UNESCO, ce que j'aimerais dire, c'est que innover, c'est un malentendu au même titre que croître et décroître est un malentendu. Parce que innover, ça ne veut pas dire qu'on doit attendre
de l'innovation supplémentaire pour pouvoir agir. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent associé à l'innovation. Et moi, je comprends les activistes écologistes qui disent qu'il ne faut pas être un solutionniste technophile, parce qu'on ne doit pas attendre des solutions qui n'existent pas aujourd'hui pour se donner l'excuse de ne pas agir. Je suis totalement contre d'attendre qu'on puisse réabsorber le carbone. Je suis totalement contre d'attendre d'avoir de la géo-engineering, c'est-à-dire de mettre des particules dans l'atmosphère pour refroidir l'atmosphère. C'est complètement aberrant parce qu'on déstabilise à double. On réchauffe d'un côté, on refroidit de l'autre, on joue à l'apprenti sorcier. Mais maintenant, la décroissance, c'est tout autant un malentendu. Parce que c'est clair qu'il faut décroître le gaspillage, l'inefficience, la démesure, la pollution. Bien sûr qu'il faut le décroître. Mais mon pari à moi, et quand je m'exprime auprès du monde politique et du monde économique, c'est là-dessus que je mise. C'est qu'on peut créer plus de valeur, plus d'emplois et plus de redistribution et plus de solidarité en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. L'efficience, ce n'est pas produire plus. L'efficience, ça permet de consommer moins. Et si vous consommez moins, vous dégagez plus d'argent. Et les gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à payer leur facture d'énergie à la fin du mois, s'ils avaient de l'efficience, c'est-à-dire des bâtiments isolés, c'est-à-dire des pompes à chaleur, des systèmes de smart house, eh bien ces gens diviseraient par 5 leur facture énergétique. Ça donnerait du pouvoir d'achat à ceux qui ont peu, et ça réduirait de tout ça les émissions de carbone. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller, parce que isoler des bâtiments, remplacer les systèmes de chauffage, toute cette recherche d'efficience, c'est quelque chose qui peut rallier le monde économique, rallier le monde politique, rallier le monde financier et industriel. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat. Ce n'est pas en disant que l'industrie doit s'arrêter. Alors Agnès Sinaï vous répondra tout à l'heure, mais je me tourne vers Benoît Bazin et Fabrice Denis sur cette même question. Est-ce que, effectivement, quand on regarde pour l'instant, objectivement, la décarbonation, ça ne marche pas. On continue à produire de plus en plus de carbone. Tout ce qui est économie circulaire, etc., on en parle beaucoup, mais dans les faits, ça n'avance pas beaucoup. Et surtout, puisqu'en gros, vous avez quand même défendu une croissance verte et l'innovation, est-ce qu'on n'est pas en train de se heurter à un vrai souci, qui est celui, tout simplement, des limites? Est-ce qu'on a les ressources pour faire les innovations dont vous parlez? Est-ce qu'on a par exemple, le problème des terres rares? Est-ce que la technique, la science va permettre effectivement d'avancer aussi bien et aussi vite que vous le dites? Bref, est-ce qu'il n'y a pas des limites à l'innovation? Alors, je vais quand même corriger des contre-vérités que vous venez d'énoncer. Parce que dire que la décarbonation, ça ne marche pas, c'est faux. Globalement, la planète, si je ne me trompe pas, a continué. D'ailleurs, ça a été l'une des discussions qu'il y a eu à la COP27. Mon propos. Je ne dis pas que le total ne baisse pas, mais vous avez un certain nombre d'acteurs qui décarbonent. Il y a un certain nombre de secteurs qui décarbonent. Je prends l'exemple du groupe Saint-Gobain. Tout en faisant de la croissance, on a baissé en masse 23% nos émissions de CO2 depuis 4 ans. Bon. Je ne vais pas faire de la publicité pour Saint-Gobain, c'est pas ça. Mais ne disons pas la décarbonation ne fonctionne pas, l'économie circulaire ne fonctionne pas. C'est faux. On fait des matériaux d'isolation en France avec 55% de produits recyclés. En janvier 2023, on s'est engagé, on l'a poussé parce que le gouvernement voulait le décaler, à reprendre tous les déchets de démolition du bâtiment. Je vous donne ce qui se passe. Les assureurs ne veulent pas récupérer des matériaux recyclés. L'AFNOR ne veut pas donner les garanties. Le gouvernement ne veut pas donner les réglementations pour de l'anti-feu sur des matériaux recyclés. C'est ça ce que vivent les industriels. Ils savent recycler les matériaux. Les pouvoirs publics, les standards du bâtiment ne suivent pas. Mais ça marche. Il faut en faire 3000 fois plus dans tous les pays du monde à toute vitesse. Donc oui, il faut accélérer, mais ne disons pas, dans un pessimisme catastrophique et passéiste, que ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, on a devant nous un malade en réanimation, en coma artificiel, la planète. De deux choses l'une, soit on se met les mains dans les poches parce qu'on a la chance, nous, dans notre pays tempéré, de ne pas être en réanimation, soit on le traite, le sujet. Je pense que notre devoir à tous, c'est d'agir. On peut être à l'extérieur de la pomme et la critiquer, on peut être à l'intérieur de la pomme et faire tourner le sujet au mieux qu'on peut.
Donc voilà, moi j'en appelle à toutes les énergies collectives, la passion de tout le monde, les critiques de l'extérieur, parce qu'elles nous ouvrent les yeux, elles nous font accélérer, les jeunes, les moins jeunes, les pays émergents, mais il faut être à l'intérieur du fruit pour le changer. Et aujourd'hui, on a un malade en réanimation de deux choses l'une, soit notre devoir et notre responsabilité morale, c'est de le traiter, soit c'est de se tourner les pouces, d'arrêter les usines, de décroître, d'arrêter les efforts d'innovation. Donc ne disons pas que l'innovation ne fonctionne pas, c'est faux. Je vous ai donné des exemples de première mondiale qu'a fait le groupe Saint-Gobain, des plaques de plâtre 300 000 m² faites en Suède avec du zéro carbone. On investit 90 millions de dollars dans une usine au Canada avec de l'électricité hydroélectrique à côté qui nous a été proposée par la province du Québec. Tout ça est possible. Encore une fois, il y a un sujet d'échelle, il y a un sujet de signaux. Je prends un autre exemple, Bertrand Piccard l'a annoncé avant moi. En France, le sujet, sans parler de l'Égypte ou de l'Algérie, c'est la précarité énergétique des ménages. Il y a des personnes aujourd'hui qui choisissent de se nourrir ou de se chauffer. Il suffirait, plutôt que d'avoir un bouclier tarifaire qui est valable pour tout le monde, moi je peux payer mon électricité 5 fois plus cher. Et ben, économisons de l'argent là-dessus, c'est 45 milliards. L'énergie des bâtiments, c'est 44% de ce qu'on consomme en énergie en France, les bâtiments publics et privés. C'est 7 tranches nucléaires. Pour ceux qui ne voudraient pas de tranches nucléaires, il suffit de baisser l'énergie du bâtiment, on économise 6 tranches. Donc traitons le sujet de l'efficacité énergétique du bâtiment, prenons une partie des 45 milliards du bouclier tarifaire. Qu'est-ce qu'on fait? 45 milliards qui part dans la fenêtre pour du gaz qatari, pour du gaz américain, avant c'était du gaz russe, et 2,5 milliards dans la prime rénov'. Mettons 10,5 milliards dans la rénovation des bâtiments, ayons des bâtiments publics exemplaires, les hôpitaux, les écoles. Nous, on a fait des études, des hôpitaux, les soignants démissionnent parce que le bâti est épouvantable. Les professeurs d'école n'ont pas une bonne acoustique, ils sont absents. Tout ça, il y a des corrélations parfaites avec le monde du bâtiment. Prenons une partie du bouclier tarifaire, qui part par la fenêtre, c'est le cas de le dire, mettons-le sur l'accélération, moi j'ai appelé un plan Marshall de la rénovation énergétique, ciblons ça sur les passoires énergétiques F et G, pas sur le C ou le B. Accélérons sur ces sujets-là et traitons, par exemple, si je prends l'exemple de la France, ce sont nos concitoyens, en disant l'éradication des 5 millions de passoires énergétiques qui en France. Et ça, c'est possible, les solutions existent, il n'y a même pas besoin de faire l'innovation, les solutions existent. Il faut mettre en branle tout le système, il faut accélérer le soutien du pouvoir public, il faut continuer de former des artisans et de les attirer. Ayons des signaux visibles dans le long terme, accélérons, et c'est ça, devant nos portes, la précarité énergétique en France en 2022. J'ai pris l'exemple parfois de Strasbourg. L'université de Strasbourg, capitale de l'Europe en 2022, va fermer ses portes le 1er décembre parce qu'elle ne paye pas sa facture d'énergie. Il n'y avait pas de logement à Strasbourg pour les étudiants campaient. Ce n'est pas l'ambition que j'ai pour la jeunesse d'aujourd'hui, ni de laisser une dette dégradée, ni de laisser un climat dégradé, ni de dire à nos étudiants « prenez le Wi-Fi dans la tente parce qu'il est meilleur ». Donc passons à l'action et les solutions existent. Fabrice Denis, même interrogation d'une part sur les limites de l'innovation, de la technique, et deuxièmement, puisque donc, vous représentez le groupe Bouygues, là aussi, on peut reprendre l'exemple de l'artificialisation des terres. On a dit on va arrêter l'artificialisation des terres, mais on voit que, concrètement, pour l'instant, je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait fait. Et surtout, on a vu le Congrès des maires de France ces tout derniers jours, où les maires eux-mêmes protestaient contre ça, en disant non, nous, on a besoin de construire. Alors comment on fait pour justement respecter cette règle, si on veut la respecter, de l'artificialisation des terres, des sols? Moi, je voudrais réagir pour dire que être innover, ça ne veut pas dire être techno-optimiste. Innover, ça ne veut pas dire, se fier et s'appuyer complètement sur la technologie et ne rien changer. On est tous conscients qu'il faut, véritablement une rupture, il faut changer. Quand par exemple, allez demain interroger un habitant d'une maison en logement social qui vient d'être rénovée, qui change complètement sa vie, son usage, son bien-être, qui change complètement sa facture énergétique à la fin du mois. On est sur aujourd'hui des programmes avec des bailleurs sociaux de 500, 1000, 1500 maisons à rénover. Je peux vous dire que quand on livre les clés des maisons aux habitants, c'est une énorme joie et un énorme soulagement. Donc on a vraiment l'impression de bien faire. Et effectivement, quand on rénove, on est sur du 200, 300 kg de CO2 émis par mètre carré, alors que quand on construit en neuf,
on est sur du RE2020, 750 kg du mètre carré. Donc effectivement, il faut utiliser beaucoup plus, il faut s'appuyer sur le bâti, sur l'existant, et il faut beaucoup innover justement pour pouvoir rénover, massifier la rénovation, le faire avec le moindre impact carbone possible, et puis générer derrière et du bien-être et de l'efficacité énergétique. Pour ce qui nous concerne, chez Bouygues Construction, on a l'ambition, pour respecter nos objectifs à 2030 de moins 30% sur le scope 3A, 3B, on doit doubler la rénovation. Le problème, c'est que ça ne dépend pas que de nous, et je rejoins Benoît Bazin, il faut que ça pousse de tous les côtés pour pouvoir utiliser ces mètres carrés. Il y a par ailleurs, vous parliez de l'artificialisation. C'est vrai que pendant des années, les promoteurs, les constructeurs ont construit des mètres carrés et on était dans une logique de volume. Dorénavant, il faut être dans une logique de valeur, de qualité. Il faut aller chercher de l'impact positif, de l'externalité positive. Par exemple, régénérer la biodiversité. Alors là, j'ai tout un tas effectivement d'exemples. Quand vous avez des friches industrielles ou des zones commerciales qui sont épouvantables, qui ont été construites dans les années 70, 80, etc., et que vous désartificialisez, que vous reconstruisez des bâtiments avec de la mixité sociale, que vous réintégrez de la biodiversité, vous avez un impact positif. Donc, et ça, c'est de l'innovation. Et le gros sujet pour nous, effectivement, c'est de résoudre cette difficulté qui est, ne nous le cachons pas, que les produits, les solutions décarbonées sont souvent, presque toujours aujourd'hui, plus chers. Comment est-ce qu'on fait pour tous ensemble, pour que ça soit moins cher, abordable, et ça nécessite effectivement de l'innovation. Agnès Sinaï, sur ce qui a été dit. Oui, on est vraiment dans une logique de socialisation des pertes et de privatisation des bénéfices. Parce que finalement, pourquoi on a construit des passoires énergétiques pendant les 30 Glorieuses? Qui les a construites? Pourquoi il n'y a pas eu des normes plus exigeantes sur la construction des logements sociaux? Pourquoi on a encouragé ce modèle d'artificialisation, d'extension urbaine, de lotissement construit à la va-vite, d'hypermarché? On va vous répondre, tout ça c'était le passé, vous parliez tout à l'heure avant de la colonisation. Le problème, c'est que... La situation, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, non ? Justement, le propos qu'on entend ce matin, c'est la question de l'héritage. On hérite d'un ensemble de passoires énergétiques, d'un ensemble de structures qui sont là, qui d'une certaine manière nous capturent. On est dans une dépendance au chemin, on est dans une logique d'effondrement justement parce qu'on est dans cette logique d'être captif de structures, que ce soit l'hypermobilité, les déplacements pendulaires, l'éparpillement entre les logements et les lieux de travail, et toute cette organisation de l'espace dont nous semblons être captifs aujourd'hui. Donc c'est ces questions-là qu'il faut poser dans leur ensemble, premièrement. La deuxième chose, c'est faut-il continuer à construire? Vous parlez beaucoup de rénovation. Je pense qu'en effet, c'est la moindre des choses, mais malheureusement, ça fait 10 ans au moins que ce programme de rénovation est lancé et qu'en effet, il nécessite beaucoup de moyens. Que ces moyens, d'où viennent-ils? C'est de l'argent public, donc c'est ce que j'appelle la socialisation des pertes. On demande aux contribuables, aux citoyens, finalement, de payer cette facture énergétique héritée de pratiques de construction inappropriées. Bon, alors ok, qu'est-ce qu'on fait au présent? Il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, encore une fois, je pense que ce modèle de métropole, de croissance urbaine, d'étalement, de mythification des grandes villes, du Grand Paris par exemple, on voit la construction gigantesque du Grand Paris Express, le fait de coloniser des terres agricoles et de ne jamais poser la question de l'articulation entre la construction et l'agriculture par exemple. De quoi on va vivre demain?
Est-ce que Paris pourra importer 95% de son alimentation pendant des décennies, en période de réchauffement climatique, d'interruption éventuelle des flux d'approvisionnement? On en a eu un avant-goût pendant le Covid. Bref, les questions ne sont pas binaires, donc il ne s'agit pas décroître ou innover, je trouve que c'est une question binaire. Il ne s'agit pas non plus de claquer dans ses doigts et de dire il y a des solutions. D'abord, il n'y a pas de solution parce qu'on est dans une logique, en effet, d'effondrement systémique et que si solution il y a, c'est un véritable changement de paradigme. C'est un changement de Attendez, valeur. là, il faut vous préciser, parce que s'il n'y a pas de solution, on clôt tout de suite la table ronde. Il n'y a pas des solutions. Dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, dans le constat que chacun fait, il y a bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit dans une réflexion systémique déjà. Évidemment, rénover, c'est très bien, mais peut-être que arrêter de construire et investir des bourgs en déshérence, il y en a plein, des villes dites en décroissance. Alès, Saint-Étienne, il y a plein de bourgs aujourd'hui en déshérence en France. Pourquoi ne pas revivifier ces bourgs, ces villes moyennes, plutôt que d'étaler un Grand Paris inaccessible en plus en termes de coût d'accès au foncier? C'est d'ailleurs pour ça que ces messieurs savent bien qu'aujourd'hui, plus personne ne peut s'acheter un appartement neuf, quasiment, dans la métropole parisienne. De même que la rénovation aussi a un coût. Bon, là, je crois qu'en effet, la rénovation n'est pas un problème, c'est une solution et qu'on peut tout à fait débloquer des fonds massifs pour rénover, comme c'est le cas, par exemple, à Valenciennes. Vous avez des grands programmes de rénovation sociale très avancés, très intéressants en France. Évidemment, il faudrait les généraliser. Ça, évidemment, c'est faisable. Mais là, on raisonne au coup par coup. Et peut-être que la question à se poser, c'est la question de l'articulation du bâti, encore une fois, avec l'habitabilité. Comment on s'inscrit dans l'espace? Est-ce qu'il faut continuer à construire? Alors, puisqu'on est dans le bâtiment, Voilà. on va poser demander une réponse. Fabrice Denis et Benoît Bazin. Fabrice Denis. Moi, vous avez tout à fait raison quand vous parlez des villes moyennes qu'il faut réinvestir, quand vous parlez d'organiser les circuits alimentaires. Et c'est là que ça rejoint ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on travaille sur un projet urbain, les élus, les aménageurs, les développeurs immobiliers, les constructeurs, c'est là où il faut arriver, contrairement à ce qui a dû se passer dans les décennies précédentes, c'est là où il faut arriver à travailler ensemble, justement pour prendre en compte toutes ces problématiques dans leur complexité. Et moi, j'adhère à ce que vous dites sur le fait qu'il faut prendre en compte tous les enjeux et toutes les externalités positives. Et croyez bien qu'on essaye de le faire sur chaque projet. Je pense à Link City, qui est le développeur immobilier de Bouygues. Je fais un peu de pub. Je peux vous dire que Link City, vous avez une quantité de jeunes spécialistes, notamment des sociologues, notamment des spécialistes sur tout ce qui est écologie avec des écologues. Et on cherche véritablement à générer de l'externalité positive. Je peux vous assurer. Donc, en phase avec vous sur ce que vous dites. Benoît Bazin. Moi, je veux sortir du monde du bâtiment ou des matériaux parce que je pense qu'il faut prendre aussi une vue plus large. Je crois que fondamentalement, l'être humain, il a de l'espérance, il a de l'espoir, il a de l'ambition. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Les premiers qui ont gravi l'Everest, quand on leur demandait pourquoi vous gravissez l'Everest, parce qu'elle est là. Et je crois que dans l'esprit humain, la créativité, l'envie d'aller de l'avant, je crois qu'on fête l'anniversaire de Magellan il y a quelque temps, aller au-delà de la frontière, et je ne dis pas que c'est aller détruire la planète, mais aller de l'avant, ça fait partie de la dynamique humaine, peut-être à la différence de l'animal. C'est peut-être une des rares choses qui nous différencie. Et je crois que ça, c'est extrêmement positif. Si je prends un domaine qui n'est pas celui du bâtiment, la santé. C'est vrai que si on n'avait pas fait de progrès dans la santé, il n'y aurait pas eu 8 milliards d'habitants sur Terre. Ce serait plus simple, il n'y aurait pas le sujet d'aujourd'hui. Et il n'y aura pas 10 milliards en 2050. Fondamentalement, on est content d'être en vie, on n'est plutôt pas trop mécontent, il n'y a plus beaucoup de masques dans la salle, d'avoir trouvé
un vaccin, ou en tout cas, moi j'ai ma fille qui est interne en réanimation, les 100 heures de travail par semaine pendant les 2 ans de Covid, pas envie de recommencer. Donc on est content d'avoir pu avancer dans ce domaine-là. Donc je pense que, moi j'en appelle, notamment pour les plus jeunes, à votre intelligence collective. Oui, il y a une urgence, oui, il y a une crise, oui, le malade il est en réanimation devant nous. Mais le progrès scientifique, j'y crois. L'ambition de l'âme humaine d'aller de l'avant, j'y crois. Ça peut être une dimension morale, philosophique, spirituelle, peu importe. Et ça, c'est de l'espoir. Je crois qu'on a ce devoir. Là, on parle de Paris. Je crois qu'effectivement, si on va sur des populations qui souffrent énormément aujourd'hui, ne serait-ce que pour se nourrir dans certains pays d'Afrique ou d'ailleurs, on a le devoir de leur apporter cet espoir. Et elles migrent, elles vivent pour cet espoir. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant. Moi, je crois fondamentalement que c'est la dynamique inhérente à l'être humain et que le progrès scientifique en fait partie. En tout cas, moi, je fais partie de cette tendance-là. Bertrand Piccard. Agnès, vous avez très bien exposé le problème et vous avez posé beaucoup de questions pertinentes. Moi, j'aimerais vous poser une question et ensuite je répondrai à la même question. Si vous étiez président de la République maintenant, vous feriez quoi? Je travaillerai sur la question du foncier agricole. Je travaillerai en priorité sur l'agriculture, un nouveau modèle. Je favoriserai les métiers de l'agriculture, je revaloriserai l'artisanat, j'offrirai des transports gratuits en commun. Bon, mais malheureusement, je ne serai pas présidente de la République, mais je pourrais continuer comme ça. Je réduirai le temps de travail encore à 32 heures par semaine pour ralentir la production. Je valoriserai davantage des productions non délocalisables. Je lancerai une immense filière du vélo et du cheval. Je développerai les low-tech énergétiques et les low-tech de mobilité. Il y a plein d'innovations possibles dans ce domaine. Les low-tech agricoles également. Perrine Hervé-Gruyet viendra en parler cet après-midi. Les micro-fermes, de la microméthanisation sur les micro-fermes pour développer le biogaz. Je développerai des lignes ferroviaires rurales. Je revaloriserai la ruralité. J'introduirai de la culture. Donc je valoriserai beaucoup la culture. Et je pense qu'il faut davantage taxer les hauts revenus, les hauts salaires mirobolants des grands chefs d'entreprise, emblématiquement, pour réduire les écarts de revenus, trouver des sources de fiscalité qui portent sur le gros capitalisme. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Je pense qu'il y a des sources financières inexploitées. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, c'était génial de voir comment, en un claquement de doigts, la Banque centrale européenne a généré 300 milliards d'euros pour nous permettre de survivre à cette épidémie, cette pandémie, maintenir l'intermittence du spectacle. C'est fabuleux, tout ce qu'on peut faire. Bon, maintenant, on se retrouve avec une dette. Il y a des anthropologues qui ont interrogé cette question de la dette. David Graeber, la dette, c'est une invention du capitalisme. Le taux d'intérêt, c'est une invention du capitalisme. Le taux d'intérêt suppose la croissance économique et la croissance détruit. Donc voilà, cette question du taux d'intérêt, c'est une invention occidentale. Il y a des civilisations qui trouvent que le taux d'usure, c'est un péché. Voilà. Et puis, vous parliez de Magellan. Alors, c'est son anniversaire. Vous avez vu cette série sur Arte fascinante sur ce personnage. Eh bien, justement, ce rapport au monde que Magellan avait, je trouve qu'il faut vraiment l'interroger aujourd'hui. Parce que vous le voyez arriver, certes, avec des codes catholiques qui respectent plus ou moins les populations locales, mais enfin, le monde lui appartient finalement. Les sauvages sont des sauvages. Et finalement, c'était pas dans ce registre que je parlais de Magellan, c'était plutôt la découverte des mondes et l'ambition humaine. Toute cette valorisation du progrès, évidemment, quand il s'agit de recherche fondamentale et de science, je suis d'accord.
quand il s'agit de médecine et de connaissances, on est d'accord. Mais quand simplement aller de l'avant pour aller de l'avant, comme l'a fait Magellan au mépris justement de l'altérité et d'autres visions du monde, parce que seule prévalait celle de l'Occident conquérant. Ben, en fait, on hérite aussi de cette culture-là. Bon, je dis plein de choses. Hein. On a votre programme, il n'y a plus voilà, qu'à le mettre en œuvre. Puisqu'il nous l'a annoncé, on va demander celui de Bertrand Piccard, s'il était président. Et j'aurais pu dire aussi le rationnement, c'est-à-dire une carte carbone annuelle, individuelle, pour la consommation d'énergie fossile. Bertrand Piccard. Moi, je pense que nous sommes victimes aujourd'hui d'une législation qui est aussi archaïque que les systèmes que nous utilisons. Et qu'il est aujourd'hui légal de polluer, légal de gaspiller, légal de mettre tout le CO2 qu'on veut dans l'atmosphère. Et mon axe principal, ce serait de travailler là-dessus. C'est-à-dire de renforcer tout ce qui est normes et standards dans tout ce qu'on utilise pour qu'aujourd'hui, on soit forcé d'utiliser ce qui est le plus écologique, le plus efficient, le moins gaspillant et le moins polluant. Si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est maintenant en termes de gaspillage, vous verrez que je pense qu'on peut arriver à énormément de changements, à la fois écologiques et sociaux. Parce que le côté social aujourd'hui paye le prix du gaspillage. On est dans quoi comme modèle économique? On est dans un modèle économique qui produit au maximum pour vendre au maximum à un prix toujours plus bas à cause de la concurrence, en écrasant les marges, en écrasant les salaires et en augmentant les déchets qui polluent l'environnement. Déchets, je mets aussi le CO2 là-dedans. Donc c'est un modèle économique qui ne fonctionne plus correctement. Si vous forcez l'utilisation de toutes les techniques, je ne dis même pas les technologies, parce qu'on m'a dit que les Français avaient peur du mot technologie. Donc disons technique, tout le bon sens, tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est le résultat de l'innovation, tout ce qui existe déjà, pas des trucs du futur, tout ce qui existe déjà. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Vous pourriez déjà réduire des 3/4 la production d'énergie, parce que les 3/4 de l'énergie produite est gaspillée par les vieux systèmes inefficients qu'on utilise. Si vous réduisez vraiment des 3/4 la consommation d'énergie, sans sacrifice, que par l'efficience, le reste peut être produit avec des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables aujourd'hui représentent un fantastique champ pour l'emploi, parce qu'on a besoin de gens pour les utiliser. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont 4 fois moins chères que les énergies fossiles et même l'énergie nucléaire. Donc le côté énergie peut être en bonne partie résolu à ce niveau-là. Sur le plan de la mobilité, on parle de voitures électriques. Mais la voiture électrique, ce n'est pas pour les 5% de temps qu'elle roule qu'elles sont intéressantes. Parce que si c'est pour ça que vous allez rouvrir des mines de métaux rares, ça ne vaut pas la peine. La voiture électrique, elle est utile pour les 95% du temps où elle ne roule pas, où elle peut charger dans ses batteries des énergies intermittentes pour les décharger sur le réseau quand il y a un pic de consommation. Parce qu'aujourd'hui, le pic de consommation, on y répond avec du charbon et du gaz. Si vous coupez ce pic, vous n'avez plus besoin du charbon et du gaz. Au niveau du bâtiment, je suis nettement moins expert que les autres participants du panel, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir 50% de décarbonation dans le ciment, 100% de décarbonation dans le béton. Vous pouvez isoler suffisamment et mettre des énergies renouvelables sur les maisons avec un smart house qui permet d'être neutre sur le plan énergie. Vous n'avez pas besoin d'énergie additionnelle. Vous voyez un peu le gain que ça fait pour les locataires. Sur le plan de l'eau, on gaspille l'eau. Pourquoi? Parce qu'on la laisse couler vers la mer ou ensuite on doit la désaliniser. C'est clair qu'il faut gérer l'eau totalement différent et tous les systèmes pour le faire existent déjà. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est les déchets. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser 100% des déchets non recyclables pour faire du matériel de construction, du gravier, des meubles. Vous utilisez les vieux pneus pour faire des traverses de chemin de fer et tout le reste peut être recyclé de manière perpétuelle. Tout ça,
c'est économiquement rentable. Tout ça, ça fait partie des solutions que la Fondation Solar Impulse a été dénichée partout dans le monde. Ce n'est pas seulement des startups, c'est aussi des grands groupes comme Saint-Gobain. C'est des solutions qui permettent de créer des emplois et d'économiser des matières premières et de l'argent. Mais ça ne va jamais arriver si la législation ne le pousse pas. C'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui sur la législation, c'est pour ça qu'il faut exiger des législateurs qu'ils soient beaucoup plus ambitieux, parce qu'une grande partie des solutions que je vous ai décrites là, elles sont interdites. Même en France, elles sont interdites. Vous ne pouvez pas décharger votre voiture sur le réseau parce que ça fait peur à EDF. Vous ne pouvez pas utiliser 100% de béton recyclé parce que ça fait peur aux assureurs. Mais c'est ça qu'il faut changer. Alors nous, à notre niveau, on a fait un prêt à voter, c'est 50 recommandations législatives pour l'Assemblée nationale, pour leur montrer où sont 50 obstacles à 50 exemples de solutions françaises. Mais si on n'avance pas sur ce niveau-là, on va continuer à poser des questions, on va continuer à ne pas y répondre. Alors Benoît Bazin, justement, sur ces thèmes que vous venez de développer. Juste un complément très concret, je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Bertrand Piccard. La taxe carbone, on attend de l'Europe une taxe carbone. Il n'y aura pas de signal plus fort vis-à-vis des industriels que d'avoir une taxe carbone. Vous mettriez le carbone à 200, à 300, à 400 euros, vous accélérez d'autant plus tous les sujets de décarbonation. Nous, ça fait 6 ans qu'on s'est imposé une taxe carbone. 150 euros pour nos projets de recherche, 75 euros pour nos projets d'investissement industriel. On vit avec depuis 6 ans, partout dans le monde, que ce soit en Inde, en Malaisie ou en Europe. Imposer une taxe carbone, ça fera quoi? D'une part, on n'ira pas chercher du carbone importé de l'extérieur. Deuxièmement, on va accélérer les boucles circulaires qui sont bonnes pour le transport. Et troisièmement, on va protéger l'économie européenne. Par exemple, de façon très concrète, une taxe carbone à 200 euros aux bornes de l'Europe, ça favoriserait une très grande accélération de la décarbonation de l'ensemble des chaînes industrielles et logistiques, ça favoriserait les boucles d'économie circulaire, dont le recyclage. Bon, ben ça, c'est quelque chose que nous, on appelle de nos voeux depuis des années. Donc il y a un processus politique, effectivement, qui est très lent, qui est compliqué, qui fait sans arrêt des compromis et qui est toujours en retard. Bon, mais voilà, il faut collectivement qu'on pousse sur ces sujets-là pour y arriver. Agnès Sinaï, rapidement, parce qu'ensuite on va demander les questions de la salle. Oui. Sur le prix du carbone, il faut quand même dire que le marché carbone européen a été largement sapé par le fait que le prix du carbone était très bas, du fait aussi des industriels, notamment du BTP, qui demandaient à la Commission européenne une surallocation de quotas et que pendant des années, le carbone ne valait rien. Donc cette histoire de marché carbone s'est révélée totalement inefficace et maintenant peut-être que le prix du carbone augmente, mais la taxe carbone, d'une part, elle frappe les ménages modestes et d'autre part, le paradoxe, c'est que les industriels, eux, pendant des années, ont bénéficié d'un marché carbone finalement dérisoire. Un mot. Non. Oui. Non, parce que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être des secteurs comme l'acier pour lesquels ça a été le cas. Ce n'est pas le cas de notre groupe Saint-Gobain. Nous, on achète du carbone, on paye du carbone et on demande que le prix du carbone soit beaucoup plus élevé. Donc après, c'est des mécanismes nouveaux tout ça. Je crois qu'il faut aussi être dans le pragmatisme de dire c'est pas parfait, il ne faut pas attendre 10 ans pour que ce soit parfait, mais on avance et il faut avancer plus vite dans la bonne direction. Voilà. Allez, on passe aux questions de la salle en commençant par, nous avons, comme je l'ai dit, des étudiants qui ont travaillé, qui sont associés à ces universités de la Terre, notamment Supélec, Centrale Supélec, Elio Odus, qui doit être là, oui. Eh bien, bonjour, posez votre question. Vous n'avez pas de micro? Un micro, il arrive, il est derrière. Ah. Allez-y. Allô, oui. Donc bonjour, moi je m'appelle Elio Auguste, donc comme on l'a dit, je viens de Centrale Supélec. Ma question a porté sur l'importance des mots, entre guillemets. C'est-à-dire que... L'importance des mots qu'on utilise, parce que, donc, merci beaucoup pour cet échange qui était très intéressant. Et j'ai l'impression que ce qu'on ressort, c'est que quand même tout le monde a l'air d'être pour quelque chose, un monde où on consomme moins, un monde où on recycle, etc. Et au fond, pour moi, c'est ça, décroître. Comment ? Allez-y. Au fond, pour moi, c'est ça, décroître. Et
Et du coup, je comprends pas pourquoi plusieurs personnes ici se sont forcées à dire je suis pour de la croissance verte, je suis pour de la croissance, enfin n'importe quel type de croissance. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste qu'on veut décroître si décroître c'est consommer moins, c'est recycler, tout ça. Pour moi, le débat croître-décroître, il est au moment de quand on a des technologies qui permettent de consommer moins. Est-ce que du coup, on les utilise pour consommer moins, ou est-ce que du coup on fait de plus en plus, enfin, on subit l'effet rebond et du coup au final on n'a rien gagné. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a peur à ce point-là de parler du mot décroissance et de l'utiliser? Allez, Bertrand Piccard, allez-y. Je demande à chacun des réponses assez courtes pour qu'on puisse faire plus de... Vous avez totalement raison qu'il y a une confusion dans les mots. Si la décroissance, c'est ce que vous dites, je suis 100% pour. Mais la décroissance qui est d'habitude présentée, c'est une décroissance économique. Parce qu'on pense que le paradigme ne peut pas être changé dans le couplage entre la production et le profit. Pour moi, on peut parfaitement découpler production et profit. Et si on est plus efficient en consommant moins et en produisant moins, et qu'on est plus efficient, on va gagner plus. Donc il y aura encore ce qu'il faut comme argent à redistribuer pour la solidarité, santé, éducation, etc. Mais arrêtons de dire qu'il faut faire une décroissance économique. Parce que ça, c'est le malentendu qui fait peur à tout le monde. Parce que la décroissance économique, celle-là, elle ne va jamais passer. Alors, dites décroissance de gaspillage, décroissance de pollution, décroissance de démesure, décroissance d'énergie. Oui, oui, mais vous pouvez le faire tout en gardant l'économie vivante et tout en stimulant l'industrie à utiliser les meilleurs systèmes actuels. Et pour moi, c'est là que vous mettez tout le monde d'accord. Moi, je suis intimement persuadé qu'on peut réconcilier l'écologie et l'économie autour de cette notion de croissance qualitative, mais qui est une croissance économique qualitative et qui se base sur une croissance, et qui se base effectivement sur une décroissance de ressources. Benoît Bazin. Deux réponses concrètes à votre très bonne question. Nous, on est dans 76 pays. Il y a de la croissance de population dans ces pays-là. On ne peut pas leur dire on ne construit pas pour vous. Vous n'avez pas le droit d'avoir un toit. Vous ne pouvez pas être logé. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la ville d'à côté pour avoir un emploi. Ce qu'il faut faire tout de suite, et je rejoins Agnès Sinaï, c'est pas reprendre les systèmes constructifs d'il y a 150 ans, mais leur apporter, si possible, tout de suite et de façon abordable économiquement, les bonnes solutions de construction durable avec des matériaux recyclés et une bonne efficacité énergétique, carbone, etc. Ça, c'est par exemple la population en pays émergents, elle croît et elle va continuer de croître. Donc il faut les loger dans mon domaine très vite, très bien, tout de suite, avec de la construction durable. En sens inverse, si je me place par exemple en France, vous indiquez que dans nos matériaux d'isolation, on a déjà un peu plus de 55% de matériaux recyclés. Si je prends les fenêtres, on sait recycler la bouteille comme ça à 90%. Aujourd'hui, les fenêtres en France, il y a entre 5% et à peine 10% de recyclage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une filière qui se crée. Il y a une loi qui rentre en jeu au 1er janvier 2023. Le gouvernement voulait la décaler. Nous, on a demandé d'avoir cette contrainte. Et là, on peut à ce moment-là produire les quantités de fenêtres qu'il faut pour remplacer les vieilles fenêtres simple vitrage et avoir de l'efficacité énergétique, mais avec moins de matériaux et avec le matériau des fenêtres simples qu'on aura à recycler. Et donc là, vous ne faites pas de la croissance au terme de pollution de la planète. Au contraire, vous allez faire de l'efficacité énergétique du bâtiment en France et avec des matériaux recyclés. Mais la contrainte sur laquelle il faut s'activer tous collectivement, c'est comment on accélère, non pas de 5, mais à 25 et un jour à 100% le recyclage des fenêtres en France, pour un exemple très concret. Donc voilà deux perspectives géographiques différentes sur lesquelles, effectivement, il faut calibrer nos mots. Fabrice Denis. Oui, il s'agit bien d'une décroissance de volume de l'utilisation des ressources, tout en maintenant des emplois et tout en trouvant des solutions à nos problèmes. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à la discussion tout à l'heure sur le politique et en lien avec votre question, c'est qu'on voit que, il y a un gros travail sur le fléchage des financements. Il y a énormément d'argent qu'il faut arriver à flécher vers les projets vertueux. Et on voit que les investisseurs, on le voit de plus en plus, les investisseurs ont des grilles ESG
qui le suivent de plus en plus près. On les voit sur nos projets, ils sont extrêmement exigeants et c'est tant mieux sur les externalités positives des projets. On voit aussi que la taxonomie européenne, elle arrive, elle va amener beaucoup, parce qu'effectivement, ça va flécher les investissements vers des bons projets, des projets qui ont de l'impact positif, environnemental, social. Et donc là, on est effectivement dans de l'économie, mais dans de l'économie vertueuse. Et je voulais ajouter un deuxième point, c'est que ce qui est important aussi, notamment avec les jeunes, c'est de travailler avec vous sur toute l'économie de fonctionnalité, l'économie de la circularité. Comment est-ce qu'on va demain générer de la valeur, avoir des emplois sans utiliser les ressources. Et ça, nous, les grands groupes, on est obligés d'y réfléchir parce que c'est notre avenir. On doit changer aussi nos modèles progressivement. Autre question, cette fois-ci de Édouard Escure, HEC. Édouard Escure, il n'est pas là. Ah bon, HEC n'est pas là. Eh bien écoutez, on va prendre deux ou trois questions de la salle. Qui veut intervenir? Le micro est là, allez-y, monsieur qui lève la main. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, des questions assez brèves pour qu'on puisse en passer et des questions avec un point d'interrogation. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis Guillaume, étudiant. Moi, j'avais une question parce que sur la démocratie, ça a été très bien, subtilement évoqué. Vous avez raison, tout le monde pose la question innover, décroître, mais on voit que par exemple la Convention citoyenne sur le climat, c'était des citoyens entre guillemets lambda, ils ont été beaucoup plus ambitieux qu'on ne le pensait. Et ça fait écho aussi, parce qu'il y a une perspective internationale qui est très intéressante. On voit que dans des pays comme le Brésil, où les budgets participatifs sont très développés, souvent les budgets participatifs sont orientés vers ces questions d'environnement, d'une certaine manière de décroissance, etc. Et pourtant, au pouvoir, les 4 dernières années, c'était Jair Bolsonaro. Donc ma question très simple, c'est quelle place vous donnez à la démocratie? Et même dans les entreprises, on sait que EDF, par exemple, est très ambitieuse là-dessus. Est-ce que vous, à Saint-Gobain ou à Bouygues, vous avez une politique de démocratie participative au sein de vos entreprises? Merci. Transition écologique et démocratie. Qui veut commencer? Non. Alors, moi, je peux vous donner la version démocratique Saint-Gobain. Alors, je crois fondamentalement, d'ailleurs, que le monde de l'entreprise, le monde industriel, c'est un ascenseur social très important. C'est des classes moyennes. Ce que vous évoquiez, on l'a vu aux États-Unis pendant la présidence Trump, la globalisation qui a tué la classe moyenne américaine, ça fait des extrêmes. Si on tue l'industrie, on tue l'ascenseur social et on tombe en dehors du champ de partis démocratiques modérés qui font quand même le socle de nos démocraties. Donc moi, j'y tiens de façon extrêmement forte. Chez Saint-Gobain, par exemple, on a lancé un fonds interne du carbone. Au-delà de ce qu'on fait en termes d'investissement, et ça ce sont les choix des dirigeants quand on dépense 150 millions sur des process industriels, et on a par exemple l'année dernière plus de 1000 initiatives qui viennent de tous les pays et de toutes les populations, et souvent effectivement de jeunes. On a créé des comités d'environnement avec des plus jeunes pour nous stimuler sur tout un tas de sujets, et on leur donne un crédit carbone. C'est-à-dire que quand il y a par exemple 50 projets en Suède, on crédite chacun de ces projets en termes d'économie de carbone, de la tonne de carbone cash que nous on s'impose, même si elle n'existe pas parce qu'elle est virtuelle, pour accélérer ces effets-là. Donc il y a effectivement beaucoup de participation sur ces thèmes. Encore une fois, l'ADN et la stratégie de Saint-Gobain, c'est d'être le leader mondial de la construction durable mondiale, parce qu'on veut apporter des bonnes solutions à toute vitesse dans un grand nombre de pays. Et on est sur la construction durable, légère. On peut diviser de 50% dans la construction neuve le poids des matériaux et donc le poids des CO2. Ça, c'est notre ADN. C'est notre raison d'être, Making World a Better Home. Et donc, on est complètement en permanence sur ces sujets de décarbonation, d'efficacité énergétique du bâtiment. Et la connaissance, le savoir-faire, c'est au plus près du terrain avec nos équipes et notamment avec les plus jeunes qu'on écoute et dont on organise l'écoute par exemple, un fonds interne du carbone. Merci. On va peut-être passer tout de suite à une autre question pour en traiter davantage. Oui, qui
Il y a une jeune fille, on dit... Ah voilà, voilà. Bonjour. On respecte la parité. Oui, on y viendra, vous inquiétez pas. Allez-y. Bonjour, merci pour vos interventions, elles étaient très intéressantes. Moi, j'aurais une question plutôt sur l'aspect social de la décroissance. Est-ce que selon vous, les mesures liées à la décroissance, elles doivent être socialement sélectives et socialement ciblées ? Et sinon, comment est-ce qu'on peut rendre l'innovation accessible à tous, notamment à l'échelle des foyers les plus modestes ? Alors, Bertrand Piccard. l'innovation aujourd'hui est là pour rendre la vie moins chère aux plus modestes. Parce que si on passe d'une société qui gaspille ses ressources à une société qui les économise, si on arrête d'avoir des chauffages qui gaspillent 400% de l'énergie qui est nécessaire pour chauffer une maison, eh bien forcément, la facture énergétique va être réduite à la fin. Et tout mon travail à la Fondation Solar Impulse, c'est effectivement d'amener des solutions qui permettent cette juste transition écologique. Si cette transition n'est pas juste et qu'il n'y a que les entreprises qui en profitent, ça ne marchera jamais. Le but, c'est que tout le monde en profite et les plus démunis avant tout. Et c'est ce qu'on a montré aussi à la COP 27 ces 2 dernières semaines, c'est que les mesures de décarbonation sont les meilleures façons aujourd'hui de permettre à des pays de sortir de la pauvreté par l'arrêt du gaspillage, par les nouvelles sources d'énergie, par l'efficience, par les nouveaux débouchés, comme le recyclage des déchets, etc. C'est là qu'on va créer une lutte contre la pauvreté vraiment efficace, et c'est en même temps une manière de protéger l'environnement. Donc ça doit être le focus absolu. Agnès Sinaï. Oui, votre première question porte sur les inégalités et les innovations proposées ici supposent un haut niveau de revenus. Les logements à base de smart grid, outre qu'ils reposent sur l'importation de terres rares, de plus en plus rares, du Congo ou de pays assez instables, n'est pas une réponse durable et, à mon avis, sociale à la question du logement. Pourquoi ne pas favoriser, par exemple, l'habitat partagé ? Pourquoi ne pas favoriser des collectifs d'habitants qui deviennent promoteurs eux-mêmes ? Pourquoi la ville est fabriquée par Nexity et pas par les habitants ? Enfin, ce sont des questions qu'on peut poser. Quant à ce que vous dites, comment promouvoir une décroissance égalitaire ? Mais, par exemple, une carte carbone individuelle annuelle montrerait que ce sont les plus hauts revenus qui consomment le plus d'essence, le plus de kérosène. Donc, et ce sont les foyers les plus modestes qui consomment en fait le moins d'énergie. Et au final, on pourrait ainsi répartir de manière strictement égalitaire des quotas de consommation annuelle d'énergie fossile plutôt que de taxer par une taxe carbone qui a été mal perçue, on l'a vu avec les gilets jaunes, puisque finalement, elle pèse surtout sur les ménages les plus modestes. Donc il y a comme ça plusieurs propositions qui font qu'une société décroissante, justement, a le souci de l'égalité. Mais c'est long peut-être à développer maintenant, mais il y a beaucoup de propositions qui vont dans ce sens et c'est ça, c'est le souci de l'égalité qui gouverne la décroissance, parce que sinon, décroître en catastrophe, comme c'est ce qui risque de nous arriver, et non pas de manière discutée, délibérée, vous parliez de la Convention citoyenne sur le climat, mettre en débat et organiser de manière équitable et transparente l'accès à la rareté, voilà une mesure de décroissance. Deux éléments de réponse très rapides. Premièrement, quand vous donnez de la visibilité à un industriel sur un standard, il est capable de baisser les coûts pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc plus il y a d'échelle sur des standards du bâtiment, plus un industriel saura baisser les coûts et donc les rendre accessibles à tout le monde, premièrement. Deuxièmement, il y a un mécanisme qui fonctionne plutôt bien en France, mais qu'il faudrait multiplier par 5 ou 10. Je vous ai indiqué que moi, ma recommandation, c'est de mettre la prime rénov' sur les bâtiments F ou G, pour que le reste à charge ne soit pas de 90% pour des personnes qui ne peuvent pas de toute façon faire les travaux, mais de 10% ou de 0. Le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, qui sont une contrainte sur les obligés, les énergéticiens. Je pense qu'on peut sortir du débat politique qui est assez idéologique sur les taxes sur les super profits. Il vaudrait mieux dire aux obligés énergéticiens, on fait x4, x5
sur les certificats d'économie d'énergie que vous devez apporter. Je ne sais pas si vous connaissez bien le système, mais je ne vais pas le décrire en une seconde. Multiplier par 4 ou 5 ce mécanisme des certificats d'économie d'énergie, prendre cette manne, qui est en fait une taxe carbone pour les énergéticiens, et la mettre sur la prime Rénov' sur les bâtiments F ou G. Et là, ça fait de la justice sociale, parce que c'est ça le sujet de la précarité énergétique en France, et le financement, il est indolore. Donc c'est une réponse, en plus de la réponse de l'industriel qui a besoin de visibilité pour baisser ses coûts. Merci. Question. On va aller de ce côté-là. Allez-y, allez-y. Madame, vous êtes debout. Donc... Attendez, qu'on vous donne le micro quand même, parce qu'autrement on ne va pas entendre. Ah, il n'y a pas de micro. Le micro ici, voilà, il arrive. Allez, allez, allez. Bonjour, je m'appelle Marion Schein-Fercoq. J'étais avant chargée de communication spécialisée dans le développement durable. Maintenant, j'écris des livres pour enfants parce que j'ai qu'un BTS en communication. Et voilà, on ne voulait pas m'embaucher. Bon, ça, parenthèse à part. Sinon, je fais du financement participatif depuis 10 ans. Il y a énormément d'innovations en France et dans le monde. Il suffit juste de mettre de l'argent dedans et ça marche. J'ai 2 questions. La première, c'est justement pourquoi toutes ces innovations qui sont faites, par exemple pour les ONG dans les pays africains ou dans d'autres pays, comme on a vu avec l'Ukraine, on est capable de les utiliser dans l'urgence, mais pas de les vulgariser pour les particuliers. Notamment, un Indien a fait un vélo avec une dynamo qui est capable de générer de l'électricité et pour une maison. Et moi, j'essaie de l'acheter. C'est impossible de l'acheter à part de le fabriquer. Autre chose, j'ai subi une inondation pendant 2 fois de suite. J'ai retrouvé mes documents qui datent depuis 10 ans en écologie sur toutes les innovations merveilleuses qui devaient fonctionner. Personnellement, il y en a beaucoup, énormément, je dirais 90%, qui n'ont pas été mis en place. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, beaucoup, si j'entends ce que dit cette dame, beaucoup d'innovations en fait sont proposées, existent, mais elles ne sont pas reprises par les industriels. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Les solutions d'il y a 10 ans n'étaient pas rentables à l'époque. Beaucoup n'étaient pas rentables. Même les énergies renouvelables devaient être subventionnées à grands frais aussi par les consommateurs. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées à maturité à cause de ça. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce qu'il y a eu pendant 10 ans de l'innovation qui a permis de baisser les prix, de baisser les coûts. Et tout ce qu'on voit maintenant qui permet de protéger l'environnement en étant en même temps économiquement rentable et permet également d'augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis est en train de se faire un chemin vers le marché. Mais ce qui manque, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vrais encouragements, des vraies incitations du gouvernement sur le plan législatif pour qu'on crée une nécessité d'utiliser la nouveauté. Aujourd'hui, la nouveauté, elle n'est pas valorisée. On continue à tourner en rond avec des grands promoteurs du statu quo qui ne veulent rien changer. Si on crée la nécessité d'utiliser ces innovations, elles arriveraient toutes sur le marché. Elles permettraient de répondre à beaucoup des questions qu'on se pose aujourd'hui. Benoît Bazin. Merci de votre point, parce que j'indiquais dans mon propos liminaire que il faut coopérer tous ensemble pour y arriver. On a tous coopéré pour lutter contre le Covid, et on y est arrivé, il faut coopérer. Et donc tout ce que vous faites, les associations, les ONG, les start-up, les grands groupes, je pense que c'est l'énergie collective qui va nous permettre d'y arriver. Donc le monde doit être, et des différents acteurs, de plus en plus perméables aux bonnes idées pour les adopter le plus rapidement possible. Donc merci aussi de cet exemple d'ONG et de sujets participatifs. Peut-être, moi, je voulais rajouter juste un petit commentaire par rapport à la question tout à l'heure, notamment sur la démocratie. Je reviens sur la question, mais c'est lié. Vous savez, aujourd'hui, le développement de grands projets urbains sur des anciennes friches industrielles, que ce soit à Lille, à Marseille, il n'y a plus un grand projet urbain comme ça qui ne fasse pas l'objet de concertation, d'ateliers de co-design, d'implication des habitants, des PME, des start-up autour, des entreprises. Et on ne peut plus concevoir un projet sans le concevoir tous ensemble,
tous ensemble avec les associations, mais aussi en tenant compte sur tous ces projets urbains, en visant de la mixité sociale, de la mixité générationnelle, donc de la régénération de biodiversité. Donc en fait là, il y a là à la fois beaucoup d'innovation, pour répondre à la question précédente, et à la fois aussi beaucoup de démocratie absolument nécessaire. Et c'est pas facile. Mais c'est vrai que ce panel, finalement, n'est pas très représentatif de la société, parce qu'il y a d'abord 3 hommes et une femme, et deuxièmement, parce que finalement, les voix associatives, 4 avec vous. Moi, je suis l'arbitre. Les voix associatives sont finalement minoritaires, les voix citoyennes, et on entend beaucoup le discours entrepreneurial et qui semble être le discours dominant, finalement, ne serait-ce que dans la forme même de cette table ronde. Il y avait les volontés chez les organisateurs d'entendre des gens qui sont à la fois compétents et qui sont directement impliqués par les métiers ou par les actions qu'ils engagent dans ce débat. Selon une bonne volonté de leur part, finalement. Une ou deux questions pour terminer rapidement. Ici, oui, mais il y en a aussi là. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Christelle Touvenin, je suis designer circulaire. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous penseriez pour accélérer le changement de paradigme de la mise en place globale d'une triple comptabilité, y compris sur les rémunérations, c'est-à-dire de prendre en compte, quand on travaille, ce qu'on produit comme valeur sociale et environnementale, en plus que ce qu'on produit au niveau économique? Merci, c'est une question. Et oui, on peut, malheureusement, on ne pourra pas en prendre une autre qui... le micro... Où est passé le micro? Vous l'avez? Oui. Ok, vous m'entendez bien? Super. Je vous entends, je ne vous vois pas, oui, mais je vous entends, allez-y. Ok, donc moi j'ai 2 constats à faire. Le premier, c'est que autour de cette table, à ces sièges, j'ai vu aucun expert concernant le climat, la biodiversité, sur un sujet pourtant qu'on essaie de traiter, qui est l'Université de la Terre. Premier constat. Deuxième constat, c'est que le sujet sur l'environnement, il a été aucunement traité. On a parlé de pouvoir d'achat, on a parlé de facturation en fin de mois, on a parlé de vos entreprises. Et maintenant, j'ai une question qui est très simple. Elle est très simple. Aujourd'hui, est-ce que je viens d'assister à une table ronde sur les enjeux climatiques ou est-ce que je viens d'assister à la performance de 3 lobbyistes qui viennent de se présenter devant une assemblée pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne viennent pas d'évoquer? Merci. Merci. Peut-être une dernière question. J'ai mal. Dernière question. Qui a le micro? Oui, mais on va faire les 3 et comme ça on répondra, parce qu'on n'a plus que 2 minutes normalement. Donc je prends 3 questions et vous choisirez vos réponses. Bonjour. Allez-y. Merci pour vos interventions. On a caressé un certain nombre de sujets et on a parlé assez macroéconomique finalement, alors qu'en effet il y a des entreprises autour de la table et vous avez abordé le sujet de, on ne peut pas parler de décroissance économique, mais pour tout ça, on a besoin quand même de parler de l'argent et entre autres dans les entreprises. Parce qu'il n'y a pas que la partie publique. Le public doit faire des choses. La législation, c'est une chose et elle est importante. On sait qu'il y a une force dans les couloirs aussi, et avec les lobbies, par des puissances économiques. Donc, il y a des acteurs qui ont une influence très, très forte. Et il y a un sujet autour de l'actionnariat qu'on n'a pas du tout abordé et qui, à mon avis, aussi ne permet pas, justement, tant qu'on n'a pas une réflexion très franche, profonde et assez sérieuse, en fait, sur qui prend les décisions d'où va l'argent et comment elle est répartie dans les organisations, notamment en faisant intervenir des gens qui ne sont pas des gens qui travaillent dans l'entreprise ou qui ont des intérêts économiques, mais peut-être des territoires, peut-être des citoyens, peut-être des familles de gens qui travaillent dans l'organisation. Il y a 1000 idées avancées, peut-être des associations. Bref, il y a des modèles qui existent. Pourquoi on ne va pas jusque-là? Comment ça se fait qu'on soit coincé et qu'on ne puisse pas décroître dans la microéconomie? Merci. Donc, question notamment sur les décisions, qui prend les décisions et ce qui expliquerait qu'on ne puisse pas décroître. Et puis, question sur la comptabilité. 3 questions. Allez-y, Agnès. Non, mais encore une fois, en effet, la composition de cette table ronde répond un peu à la question de Madame. C'est qu'il y a une surreprésentation, peut-être, dans le débat et dans l'influence sur le débat public des intérêts économiques de grandes entreprises, alors qu'en effet, le tissu social et économique français est animé aussi par de nombreuses petites entreprises, premièrement, et des artisans,
Et deuxièmement, la question qu'on entend est récurrente, c'est la question de la démocratie dans ces grandes entreprises qui sont les vôtres. Et de manière plus générale, le débat sur la nécessité de telle ou telle innovation, de sa taille, de son échelle. Madame parlait d'un vélo indien, elle parlait d'une low-tech, alors que Monsieur Picard nous parle d'avions solaires et de logements à base de smart Il n'y a pas grid. que ça dans ces propositions. Oui, Très franchement, il y en a non, beaucoup mais d'autres qui Monsieur sont Picard Je dit n'ai beaucoup de pas choses. mentionné l'avion solaire aujourd'hui. Non, mais Monsieur Picard a dit beaucoup de choses intéressantes, mais ce qui ressort de votre discours, c'est quand même des innovations high-tech. Dont acte. Mais pourquoi on ne débat pas dans seulement. ce pays Voilà, il n'y a pas une Mais pas démocratie du scientifique. tout. Je n'ai jamais parlé de high-tech. Et en Je fait- refuse que vous déformiez mon propos. Quand on réabsorbe la chaleur, Vous pouvez vous reporter sur les 50... quand on réabsorbe la chaleur perdue dans les usines, au lieu de faire du CO2 et qu'on la recycle dans les usines, c'est du low-tech. Quand on isole un bâtiment, c'est du low-tech. Quand on prend de la chaleur dans le sol, c'est du low-tech. Arrêtez avec cette histoire de high-tech. C'est c'est pas du toujours tout de la ça tech, c'est pas beaucoup le de high-tech tech. qui sauvera le monde. Mais C'est peut-être- les solutions qui existent aujourd'hui. C'est ça qui sauve le monde. C'est pas le high-tech du futur. Arrêtez de me faire dire ça. Benoît Bazin. Deux remarques à votre très bonne observation sur les sujets de l'actionnariat. Alors j'ai un tout petit peu entrouvert la fenêtre, c'est le cas de le dire, quand je vous ai parlé de cette volonté d'inverser le rapport au temps. On a vécu dans un capitalisme financier de court terme. Il faut se placer dans un modèle économique, vous l'appelez capitaliste, ce que vous voulez, dans une vision de long terme. Et ça, la structure de l'actionnariat, elle est très importante. Donc on ne peut pas aborder ce sujet-là, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a tout un rééquilibrage du modèle, notamment très financiarisé de l'économie dans lequel on a foncé depuis des années. Un exemple simple, on taxe les plus-values de court terme de la même façon que les plus-values de long terme. Il suffirait de les taxer 10 fois plus et vous éliminez la volatilité de court terme du capitalisme financier. La deuxième chose que je voudrais mentionner, une entreprise, ne vous méprenez pas, c'est un organisme vivant. Saint-Gobain vit depuis 357 ans. Si on n'avait pas pris conscience de nos équipes, de nos territoires, de nos clients, de l'environnement, des matières, on ne serait pas là aujourd'hui. La conscience en est encore plus aiguë que ce que nos prédécesseurs ont vécu il y a 300 ans, mais je peux dire qu'on a un organisme vivant et donc on s'inscrit dans cette dynamique-là et ce ne sont pas que les actionnaires et a fortiori les actionnaires financiers de très court terme qui nous guident dans nos actions. Fabrice Denis. Oui, moi, c'est vrai que je suis désolé qu'on soit beaucoup d'hommes. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir été invité pour représenter Bouygues. C'est vrai que vous avez des dizaines, des centaines de jeunes dans nos entreprises qui participent à des comités climat, qui participent aux projets, qui se battent projet après projet pour mettre en œuvre les solutions, pour décarboner, pour changer le monde. Donc je suis désolé moi d'être là, mais c'est vrai que ce serait bien mieux que tous ces jeunes qui se battent, qui viennent des grandes écoles et qui amènent toute leur intelligence puissent être là et puissent parler de leurs projets. Et j'avoue que j'ai un sentiment d'un peu de frustration parce qu'on ne peut pas, dans un temps si court, dire tout ce qui se passe dans nos entreprises. Et je peux vous dire que les jeunes dans nos entreprises, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tous les jours des choix, des prises de position pour faire bouger les lignes. Donc, vous avez raison et désolé d'être là, mais la prochaine fois, ce sera une femme et un jeune. Voilà. Rassurez-vous, on est tous un peu frustrés parce que le sujet est immense. Je crois que beaucoup de choses ont été dites en l'espace d'une heure et demie. Pardon. Malheureusement, je crois qu'il faut qu'on arrête justement parce qu'il y a d'autres... Un mot alors. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est tous un peu convaincus d'avoir raison dans son domaine. Qu'on soit de gauche, de droite, dans l'industrie, dans l'écologie, on est au contact de gens qui pensent comme nous et on pense que le monde entier doit penser comme ça. Moi, ce que je prône et ce que je vous demande, c'est du réalisme. Le réalisme, c'est quand on essaye d'atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. Quand on est industriel, on doit mettre des critères écologiques. Quand on est écologiste, on doit tenir compte de l'économie. Quand on est à gauche, on doit prendre en compte des notions économiques. Et quand on est à droite, on doit prendre en compte des questions sociales. Si on fait ça, on arrivera à des solutions, on arrivera à des résultats et on arrêtera ce clivage dans lequel on est qui n'aboutit à rien du tout.
Voilà, bah écoutez, si tout le monde est d'accord et si tout le monde applaudit, ce sera le mot de la fin. Merci, merci aux intervenants, Bertrand Piccard, Benoît Bazin, Fabrice Denis et Agnès Sinaï. Et merci à vous pour votre participation. Le débat continue avec toute une série d'autres tables rondes. Merci à tous.